Il faut rester positif, il faut se battre et il faut faire corps, quoi. Pour moi, c'est ça le message s'il devait y en avoir un. Et je suis assez sûr, je suis assez confiant sur le fait qu'on puisse s'en sortir. Je pense qu'on devrait plus croire en la France. Alex, tu as très certainement vu passer l'article des Échos qui parle des faillites en chaîne en ce moment des startups françaises. Bon, quand je dis en ce moment, c'était surtout année 2002-2023. La plupart de ces startups sont tombées parce qu'elles étaient sous perfusion d'argent, soit public, soit de fonds qui, du jour au lendemain, ont fermé les écoutilles. Ciao. Et alors on dit, bah non les gars, on continue plus à vous financer. Et ces boîtes qui n'étaient pas rentables à ce moment-là, bah, ont dû fermer boutique, si je résume de manière grossière. Euh, j'ai envie d'avoir ton avis sur la question, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça se fait qu'aujourd'hui, parce que c'est des boîtes généralement qui datent, qui ont été créées en 2010, 2011, 2012, hein, donc c'est pas des boîtes qui ont été créées il y a 4 ans. Comment ça se fait que ces entreprises n'aient toujours pas réussi à avoir un modèle économique viable qui fait qu'à la moindre crise, tout cool? Et alors, c'est une excellente question et je pense que c'est une question qu'à peu près toute la French Tech se pose actuellement. Et on va essayer d'y répondre en réfléchissant, en essayant de voir qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait pas sens dans ce genre de boîte et essayer d'évaluer un peu la situation. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce constat, il est vrai sur à peu près tous les domaines. À ma connaissance, il n'y a pas de domaines qui ont mieux résisté que les autres. C'est-à-dire que c'est pas ce qui était du pur software, il y a eu des faillites. Le domaine de l'assurance et on va dire des fintech, tu as eu des faillites. Le domaine de l'IMO, pour plein de raisons, évidemment, tu as eu des faillites. Le domaine des médias, tu as eu des faillites. Il n'y a pas de domaine qui a été épargné. Et pourquoi tu n'as pas de domaine qui a été épargné? Tu l'as très bien dit. C'est parce que ces boîtes fonctionnaient massivement sous perfusion. L'écosystème était globalement, et peut-être est toujours globalement, je ne sais pas pour celles qui restent, hein, évidemment, mais globalement sous perfusion. Donc, pour nos auditeurs et pour que nos auditeurs comprennent ce qu'on appelle sous perfusion, c'est que quand tu lances une startup, notamment une startup technologique, une startup qui a des potentiels de croissance importants, tu passes ce qu'on appelle un track VC. Globalement, un track VC, c'est un truc qui est né aux États-Unis et qui découle d'une loi qui s'appelle la Power Law. Et la Power Law, c'est une loi qui régit, on va dire, les fonds d'investissement et qui dit que quand tu as un portefeuille d'investissement, sur ton portefeuille d'investissement, donc sur 100% de tes investissements, 90% vont mourir, 5% vont survivre et te donner un petit rendement, et les 5 derniers pourcents vont être tellement forts, gagner tellement d'argent et tellement valorisés, qu'ils vont rembourser 100% non seulement des investissements que tu as fait, et en plus te donner ta plus-value. Cette loi, c'est celle qui régit le marché du VC depuis qu'il existe et on va dire depuis sa forme moderne, c'est-à-dire la bulle des Internet des années 90. Alors, le truc a vaguement évolué dans le temps, mais globalement, le concept général, c'est celui-là. Et donc, l'idée, c'est de réussir à créer des champions en détruisant, on va dire ça comme ça, la compétition, la concurrence. D'ailleurs, si tu prends From Zero to One, qui est un livre hyper fondateur dans l'écosystème startup, c'est écrit par Peter Thiel. Peter Thiel te dit un truc du genre Competition is for losers. Donc, en gros, tu comprends tout de suite très bien et très vite que ce qu'on veut, c'est éclater la compétition, être le seul acteur sur le marché. Je te donne un exemple très clair et qui va parler à tout le monde. Google, c'est 94% des parts de marché du moteur de recherche. Fin de l'histoire. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas il y a rien d'autre que Google. Sur le marché, si on regarde factuellement et pragmatiquement, il est détenu par Google. Les outils de bureautique avec Excel, à quelque chose près, c'est la même chose. Le cloud, entre AWS, Google Cloud et Azure, tu as quasiment tout le cloud mondial. Bon, bref. Cette power law, elle est devenue vraie au milieu des années 2010, notamment avec Airbnb, avec Uber. Quand ils se sont introduits en bourse, c'était ce qu'on appelle les catégories leaders, donc c'était les seuls, ou en tout cas des gros leaders dans leur catégorie, et ils ont cramé de l'argent pendant plusieurs décennies. Et ça a marché
sur plusieurs boîtes, qui d'ailleurs ont rendu des fonds extrêmement cash-rich, puisque quand ils sont introduits en bourse, les mecs ont fait des plus-values délirantes. Donc, théoriquement, le modèle marche, et le modèle a marché, certes théoriquement, mais en plus, dans la réalité, il a marché plein de fois. Seul problème, c'est que tous les pays, toutes les boîtes se sont mises à faire ça. Notamment au tournant Covid, on va dire. Donc, on va dire début 2019, 2020, 2021, sur ces 3 années-là, donc juste avant le Covid, juste après, tu as eu avec notamment la vague crypto, machin, une explosion de fonds d'investissement, de création de nouveaux VC, des VC qui levaient des méga rounds. C'est-à-dire que, faudrait vérifier les chiffres exactement, on les mettra à l'écran, mais la réalité, c'est que, par exemple, un truc comme Sequoia Capital, qui gérait peut-être 1 milliard ou 2 milliards il y a 20 ans, en gère 70 ou 80 aujourd'hui. Pour offrir un retour sur 80 milliards, c'est plus du tout les mêmes réflexions que quand tu essayes d'offrir un retour sur 1 milliard. On est passé de détaillant, si tu veux, d'artisan, d'un métier d'artisan, le VC, à des fonds qui ont essayé de devenir des industriels. Et c'est pour ça que beaucoup de hedge funds, pendant cette période-là, se sont mis à faire, avec notamment Tiger Global, Altimeter, machin, des hedge funds se sont mis à faire du VC. Je pourrais en citer d'autres, mais enfin bref, pareil, à vérifier. Il y a une dizaine de hedge funds se sont mis à faire du VC, donc à envoyer du fric comme pas possible. Vision Fund, qui est une excroissance de SoftBank, plus ou moins une boîte tech, a essayé de créer le plus gros fonds d'investissement au monde, capable de faire à la fois du VC, à la fois du growth, à la fois tout et n'importe quoi. Tout ça a envoyé une injection massive de liquidités sur les marchés, et les fonds de fonds ou les assurances, machin, voulaient être exposés à l'écosystème startup parce que tout le monde y croyait, tout le monde avait des gains délirants. Donc, les AXA, les Massifs, même le Crédit Agricole, le BNP, se sont mis à faire du VC, soit en direct, avec des fonds de VC dédiés, soit via l'intermédiaire de fonds, où ils ont investi leur thune dans des VC nouveaux ou anciens. Donc, soit les anciens se sont mis à avoir des très gros tours de table, soit tu avais plein de petits nouveaux qui venaient. OK. Là-dessus, on a perdu vachement de rationalité. J'essaie de faire un résumé rapide, hein. Évidemment, le truc est plus long que ça, mais on a perdu pas mal de rationalité sur les valos. Et c'est pour ça que dans cette période-là, les valos se sont emballés et qu'on est arrivé sur des trucs complètement délirants. Un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec la vague IA, sauf que c'était réparti sur l'ensemble du marché, peu importe ce que tu faisais. Tout ça, réparti plus juste dans la Silicon Valley, mais sur l'ensemble du monde et partout. Et donc, nous, en France, majoritairement aussi, avec l'aide des fonds publics, avec le fait que pendant le Covid, les gens ont eu énormément de temps, tout ça. Et puis des boîtes qui, comme tu l'as dit avant, hein, qui ont été créées en 2010, 2011. À partir de 2010, tout ce que je dis là est plus ou moins vrai. Ça a cru en termes de volume et de violence dans l'approche. Et globalement, ça a commencé dans cette période-là. Tout ça a créé un écosystème, en fait, qui était, comme tu le dis, sous perfusion. Cet écosystème sous perfusion, on lui a dit, l'objectif, c'est la croissance. Quand moi, j'ai commencé à monter des startups, j'ai eu des investisseurs qui m'ont tenu le discours suivant en me disant, ce qui est important, c'est pas qu'on gagne de l'argent tout de suite, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la croissance. Le sujet, c'est de prendre des marchés rapido. Faire du blé, on verra. Faire du blé au sens comptable du terme, on verra plus tard. C'est pas un sujet. Et tout le monde avait cette vision, et tout le monde avait cette stratégie en disant, oui, mais Google, ils l'ont fait. Oui, mais Amazon, ils l'ont fait. Oui, mais Airbnb, ils l'ont fait. Donc, c'est que ça marche, c'est que c'est la méthode à suivre. Et là, il y a eu la première erreur qui est, tous les business ne sont pas égaux face au VC track. Malheureusement, il y a certains business pour lesquels ça ne marche pas. Je vais t'en citer un, l'immobilier. Et l'immobilier répond à des problématiques différentes. Et c'est pour ça, on a vu une boîte comme Mastéos, et Mastéos, son PDG, c'est Thierry Vignal, ou son ex-PDG, je ne sais pas comment il faut dire, c'est Thierry Vignal. Thierry Vignal a fait plein de podcasts hyper intéressants, où il est super transparent, et où il explique pourquoi, pour lui, ça s'est mal passé et pourquoi il aurait, entre guillemets, pas dû faire un VC track, pas dû lever autant, pas dû cramer autant et pas chercher autant de croissance. Il l'explique très bien, probablement mieux que moi, donc on va pas revenir dessus là-dessus, mais l'idée fondamentale, c'est de dire il était sous perfusion, du coup il a pris des décisions qui n'étaient pas les plus adaptées au marché auquel il essayait de s'attaquer, et donc ce marché a répondu en le punissant. Et le jour, en gros, où le marché s'est effondré dans l'IMO, et le jour où la crise a tapé, et le jour où tout le monde a dit « Ok, on ferme les vannes »,
bah, l'entreprise s'est retrouvée dans, l'incapacité de se refinancer. Parce que quand tu vaux, je ne sais plus la valo, mais je crois que c'était 150 millions. Quand tu vaux 150 millions, mais que ta vraie valo business, peut-être, j'en sais rien, c'est la moitié, 75, que tes VC, au dernier tour, ils sont rentrés à 150, donc ils n'ont pas du tout envie de se faire, diluer outre mesure, que toi, en tant que fondateur, si il y a une opération qui se fait à 50 millions, en fait, tu es méga dilué à cause de raisons de pacte d'actionnaires, machin, tu te retrouves avec rien ou pas grand-chose, bah, tu n'as plus vraiment d'intérêt à le faire à part sauver ta boîte, mais tu es démotivé, machin. Et puis même tout ça, bah, tu n'as plus grand monde ou quasiment plus personne pour venir mettre l'argent. Et même si tu mets de l'argent, tu n'es pas sûr de pouvoir faire pivoter le bateau. Parce que l'immobilier, c'est du temps long, c'est compliqué, et que même si on te remet un an de cash, bah, des fois, un an de cash, ça ne suffit pas. Tout ça se faisant, tu as des entreprises qui sont incapables de pivoter, pas parce que le dirigeant n'est pas bon ou quoi. Le mec, est honnêtement, a l'air hyper smart. Le sujet, c'est que c'est impossible de pivoter parce que c'est structurellement dans le marché pas possible. C'est malheureusement pas comme ça que ce marché-là fonctionne. Ce qui est faisable sur du pur software, du Salesforce ou du je sais pas quoi, où en 3 semaines, tu peux avoir fait pivoter ta stratégie, machin, pour peu que tu sois encore agile avec pas trop de monde, tu pivotes vachement. En immobilier, si tu es engagé sur 100 apparts et que tu dois les délivrer parce que la loi t'oblige à les délivrer et que tu es au milieu des travaux, bah, tu pivotes pas. Hein. Tu vas pas mettre. Tu vas pas demander à des ouvriers de travailler 2 fois plus vite ou de travailler la nuit. C'est illégal, tu peux pas. Tu ne peux pas changer ta stratégie aussi vite. C'est juste pas possible. Dans l'immobilier, c'est du temps long. Tu as des signatures d'actes qui prennent du temps. Déjà, tu as un sourcing qui prend du temps, une négociation qui prend du temps, une signature d'acte qui prend du temps, des travaux qui prennent du temps, une revente qui prend du temps, une resignature d'acte de l'autre côté qui prend du temps, avant de pouvoir déboucler une opération. Et les VC se sont dit, c'est pas grave, on va faire nos trucs, on va arbitrer le monde de l'immobilier et bas les couilles. Parce que eux, ils n'ont pas le même problème. Au pire des cas, ils tombent dans les 95%. Mais le jour où ils réussissent dans le monde de l'immobilier, ce truc-là tombera dans les 5% le plus haut, qui offrira un retour extraordinaire, parce que le marché immobilier est quand même gigantesque. Et donc, si tu arrives à le craquer, c'est vachement bien. Il y a eu la même chose sur tout ce qui est les assurances. Alors, il y en a qui s'en sont très bien sortis, genre Alan, par exemple, qui a des chiffres qui sont sains, qui sont clean. Et tu as des assurances comme, des boîtes autour de l'assurance fintech comme Luco, qui malheureusement ne se sont pas sortis. Parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre assez vite le palier. Et donc, quand tu n'atteins pas le palier qu'une crise frappe, plus personne ne te refinance. Et tu te remets, peu importe que ce soit l'immobilier ou l'assurance, dans le même track avec des problématiques légèrement différentes, et tu te remets dans le même type de problème. Donc, pour répondre à la question, parce que ça fait un très long monologue, j'en suis conscient, pour répondre à la question, les entreprises avaient démarré un axe stratégique et n'étaient pas prêtes à pivoter cet axe stratégique, et le truc est arrivé tellement rapidement. Honnêtement, on a l'impression, parce qu'on en voyait dans les médias, oui, les taux vont remonter, oui, le marché se tend, oui, le marché est vicié. Mais la réalité, c'est qu'en fait, très vite, on a dit, ah, il n'y a plus d'argent, on prend plus de risques. Ah, il y a une guerre en Ukraine, machin, le contexte géopolitique est dangereux. Ah, je sors du truc. Et très vite, le monde s'est tendu. Et des entreprises, des startups qui sont dirigées par des gens de, on va dire, entre 25 et 35 ans, qui étaient hyper optimisés pour de la croissance, qui étaient hyper optimisés pour une économie dynamique, donc elle aussi en croissance, massivement financée, c'est pas les mêmes skills que de diriger en temps de guerre au sens propre et figuré du terme. C'est pas la même chose que de diriger dans la tempête, si tu veux. C'est pas la même chose que d'avoir à pivoter. On est passé d'une économie méga sexy, je te mets des posts LinkedIn, voilà combien on a levé, on était 130 le mois dernier, on est 250 ce mois-ci, mes 10 meilleurs conseils pour embaucher rapidement et ne pas se tromper, à comment je me sépare de la moitié de mes employés, légalement et proprement pour que ce soit pas un drame social, parce que c'est quand même hyper important. Comment je me refinance et que je divise ma valo par 2 et que je dois trouver des stratégies pour essayer de me reluer plus tard si jamais je réussis avec l'économie. OK. Comment j'acquiers des clients dans une économie qui est on va dire en rétrécissement constant. Comment je me confronte à la difficulté potentiellement pour la première fois. Comment je me confronte à ce qui n'est pas sexy. Et quand tout ça arrive d'un seul coup sur un chef d'entreprise qui a moins de 30 ans ou une trentaine d'années, il n'est pas prêt.
Il n'est pas prêt parce que, enfin, il n'est pas prêt. Il y a plein de mecs qui ont été prêts, mais sur l'immense majorité, évidemment, tu vas avoir de la casse. Et encore une fois, c'est pas une question d'être smart ou pas smart, parce que tous les mecs qui ont monté des startups, qui sont montés à ces niveaux-là, sont extrêmement smart. Si tu veux, font déjà énormément et ont dépensé énormément d'énergie et ont été créatifs et visionnaires et tout ce que tu veux. Pour autant, bah, t'es pas forcément préparé à certaines choses. Et c'est des métiers, des visions différentes. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous conseille un livre qui est hyper bien, qui s'appelle Hard Things About Hard Things, qui est un livre de, je crois que c'est Ben Horowitz, de Andreessen Horowitz. Si c'est pas Ben Horowitz, c'est Marc Andreessen, mais je crois que c'est Ben Horowitz. Qui écrit un livre sur, en gros, CEO en temps de paix, CEO en temps de guerre. Et il explique comment il a vécu le boom des années 90, la crise de la bulle Internet 2001 et le reboom derrière. Et puis après, il a monté un fonds de VC et ça termine sur comment il a géré la crise de 2008. Et il explique que CEO en temps de paix, CEO en temps de guerre, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Des skills complètement différents. Et être bon dans les deux, c'est très improbable, très rare et très compliqué. Et je pense que ça schématise parfaitement. C'est un livre qui est assez vieux. Il a dû sortir en 2009, 2010, 2011, un truc comme ça. Et il parle des années 90. Mais c'est un livre que je vous encourage à lire parce que je pense qu'il est réflectif de la période actuelle. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, c'était super intéressant. Tout ce que tu viens de dire, ça concerne l'ensemble du monde occidental, les États-Unis et l'Europe, ou alors, et même d'ailleurs la Chine, la Russie, toutes les boîtes, toutes les sociétés qui fonctionnent avec ces perfusions de VC et ce track VC que tu nous as super bien expliqué, ou alors ça concerne vraiment la France avec ses lenteurs, non. Non, Non, c'est l'ensemble. en fait, ça concerne tout le monde. Il y a un dernier Ok. point aussi qui est hyper important en géopolitique sur lequel on va revenir après, mais ça concerne tout le monde. C'est juste qu'en France, on l'a plus vu parce que je pense qu'on a additionné, nous, les financements VC, le track qu'on vient d'expliquer, plus des financements publics qui ont donné plus de force et ainsi de suite. Je pense qu'en France, on a quand même, parce qu'il y a aussi les médias qui retransmettent ça, et je pense qu'en France, là, on a l'article qui est sorti, on a beaucoup parlé de 2-3 grosses faillites de l'écosystème startup, et je pense qu'on a mis, nous, la lumière dessus, là où les États-Unis, bah, ils ont des boîtes qui meurent tout le temps, et ils mettent la lumière sur OpenAI et Anthropic qui lèvent des gros montants. Et donc, je pense que tu as une petite distorsion. Tu vois, je pense que tu as une petite distorsion. Enfin, il y a un mec que j'aime beaucoup dans une revue américaine qui disait et on m'avait sorti ça quand j'étais après le CES de Las Vegas, j'étais passé à San Francisco, on m'avait sorti ça, on m'avait dit la Silicon Valley, c'est un cimetière d'innovation. Et en fait, pour toute startup qui marche, tu en as 150, 200, 300 qui meurent, tu vois, et qu'on ne voit jamais. Donc, ils sont plus habitués à ça. Donc, je pense qu'il y a déjà médiatiquement, on va dire, un petit shift. Et puis aux États-Unis, ils ont pris très tôt la vague IA. Ils ont quand même 2-3 grosses boîtes qui ont bien résisté à la crise, voire très bien résisté à la crise. Et du coup, ils ont cette visibilité un peu supplémentaire qu'on commence à avoir avec Mistral, avec H, avec toutes les startups qui viennent de sortir. Mais je pense qu'il y a eu un petit flottement chez nous, peut-être. Voilà, on a l'impression que c'est ça. Mais l'analyse, elle n'est pas liée à la France. Hein. Il ne faut pas taper sur la France pour taper sur la France. L'analyse, elle est liée. C'est la même partout en Europe. C'est la même aux États-Unis pour les questions de VC. C'est juste que je pense que eux, en plus ayant un plus gros marché, des fonds quand même, on va dire plus dynamiques, plus gros, de toute façon c'est un plus gros pays, ils arrivent à faire face un peu plus facilement. Il y a eu un dernier sujet, c'est que le monde géopolitiquement s'est tendu. Il y a quand même une petite scission. Déjà, on a perdu l'entièreté des capitaux russes. Il faut le dire, hein. Et les Russes, ils investissaient dans plein de choses. Pas tant que directement des fonds russes investissaient dans des startups. Je pense que c'est assez rare, en tout cas, j'en connais pas beaucoup. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand les fonds russes ou les milliardaires russes ou quoi venaient investir en Europe dans tout un paquet de business, c'est de l'argent qui ruisselait à un moment ou à un autre sur l'économie au global. Donc déjà, nous, on a un peu perdu ça, sachant que les Russes, à mon avis, étaient moins implantés quand même aux États-Unis. Nous, sur la côte d'Azur, enfin moi, pour être dans l'IMO, sur la côte d'Azur et sur la côte sud-ouest,
et dans Paris, on a quand même perdu un paquet de transactions liées à la fermeture des capitaux russes. Et comme le contexte géopolitique s'est tendu, on a aussi perdu, à mon avis, en volume, des investissements d'ordre asiatique, je pense, et un peu Middle East, machin. Alors, je pense que ça s'est ralenti. Sauf que nous, Europe, on était légèrement, à mon avis, plus exposés au financement asiatique et Middle East que ne le sont les États-Unis. Les États-Unis, ils avaient quasiment la capacité de se financer tout seuls. Nous, les fonds, je pense que les fonds européens avaient besoin du soutien en plus pour faire des méga tours et tout ça, de fonds d'un peu partout. Et comme le contexte se tend, bah, tu as moins d'échanges entre, on va dire, Europe, Orient et pôle États-Unis. Si on fait 3 grands pôles, hein, ça ne veut rien dire, mais tu vois l'idée. Je pense que les échanges, enfin, le fait que l'argent circule moins, c'est nous qui en bénéficions le moins, enfin, ou qui en souffrons le plus. Les deux autres arrivent à se gérer eux-mêmes, on va dire à faire corps eux-mêmes. Tout ce qui se passe avec les BRICS, machin, on voit qu'il y a un regroupement Qatar, Chine, Inde, tu vois, Brésil, et ça essaye de s'entraider. Tu as les États-Unis qui sont capables de se gérer quasiment eux-mêmes sans trop de soucis. Et je pense que c'est nous, mais ça c'est mon analyse perso qui est basée sur ce que je lis, mais j'ai jamais lu cette analyse-là, donc à prendre avec des pincettes, mais je pense que l'Europe est plus dépendante des échanges globaux sur le marché VC, investissement startup. Super intéressant. C'est quoi la suite pour toi, au sens où là, on est dans une période de crise, ou alors on est, ça dépend des secteurs, mais on est plus ou moins en train de sortir de la crise, sauf dans l'IMO, et quelquefois dans les financements de startups. Est-ce que lorsque dans 3 à 5 ans, lorsque l'économie va repartir de plus belle, on l'espère, est-ce qu'on va repartir de cette euphorie de surfinancement, de survalorisation, vas-y, la croissance, let's go, être rentable, on s'en fiche, ou est-ce que, eh bien, ces crises, ces faillites à la chaîne ont permis de mettre justement un coup de projecteur sur le fait que peut-être que ce modèle-là n'est pas le bon, et peut-être que en fait, il y a une sorte de modèle hybride qu'il faudrait mettre en place. C'est on atteint la rentabilité, on met en place un modèle économique qui est viable, et là, on booste. Là, on booste avec des fonds, on booste avec de l'IA, on booste avec des process qui ne va pas forcément casser la renta, mais qui va accélérer la croissance. Donc, ma question est très simple, c'est est-ce qu'on va refaire la même erreur 36 fois, ou est-ce que là, on a testé, on est phase expérimentale, et prochaine phase de croissance, eh bien, on va avoir à la fois des boîtes rentables et à la fois les capitaux qui vont permettre de pousser les champions, qui sont antifragiles du coup. Alors, très, 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 très bonne question. Déjà, il y a un constat qu'il faut faire. L'humain, c'est même pas de l'économie. L'humain aura toujours un biais spéculatif. Dans les années 1700, on a fait de la spéculation sur les tulipes. On a fait de la spéculation sur l'immobilier ensuite. On a fait de la spéculation sur la bulle Internet une première fois. On a fait de la spéculation sur de l'IMO et de la titrisation en 2008. On a fait de la spéculation sur les cryptos. On est en train, au moment où on se parle, ta question a déjà une réponse. Quand tu vois les sommes investies sur l'IA, sur des boîtes qui ne font pas encore de revenus, il n'y a pas de sujet. On est déjà reparti en couille. Mais c'est pas grave. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi après. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est inadmissible, on met beaucoup trop d'argent sur les startups, on met beaucoup trop d'argent aujourd'hui sur les boîtes d'IA, ou on a mis beaucoup trop d'argent sur les cryptos, machin. Je pense que c'est pas un drame, et je vais expliquer après pourquoi. Mais on est déjà reparti en couille. On est déjà reparti sur de l'investissement qui a plus forcément de rationnel, surtout quand c'est la 8e boîte du style qui est financée. À la limite qu'on envoie 10 milliards à OpenAI. A priori, c'est le catégorie leader. OK. À la limite que Google, Amazon se disent OK, je finance le numéro 2, le numéro 3 pour ne pas être largué. Why not? La France dit OK, je finance Mistral parce qu'on a besoin d'un leader national. OK. Mais sur l'IA en général, là, on en est au moins au 15e deal qui est annoncé et qui est au-dessus de 50 millions. De tête, hein. Scale AI, H, Mistral, Anthropic, OpenAI. J'en ai vu un autre l'autre jour. Perplexity. Bref, je t'en passe, mais t'en as quand même un paquet, tu vois. Tu commences quand même à en avoir un paquet, d'autant plus que les boîtes
actuels lancent leur propre modèle d'IA, hein. Llama, Gemini, Google DeepMind, c'est un peu différent. Palantir, c'est un peu différent parce que c'est sur un sous-jacent défense machin, mais c'est quand même un gros player. Tu vois, on vient déjà de citer 15 boîtes qui sont surfinancées. Est-ce qu'ils vont tous aller au bout? Pas dit, pas sûr. Alors, ils ont des stades d'avancement différents, donc mon analyse est de manière très générale, hein, il faudrait creuser dans chacune d'entre elles pour voir exactement ce qu'ils proposent, les différences de pins de produits, les différences de stades de développement. Mais globalement, tu as déjà une bulle IA qui commence à chauffer. Mais c'est pas grave parce que cette bulle IA, si on avance assez loin, il y aura des vrais gains de productivité. Et c'est comme Internet. La bulle globale finira par être rentable. Aujourd'hui, Internet, c'était pas une mauvaise idée d'investir dessus. Oui, on a cramé des capitaux à des moments. Oui, on a fait surchauffer l'économie. Oui, plein de boîtes ont fini à la poubelle. Oui, des investisseurs ont perdu de l'argent à un moment. Mais les investisseurs qui sont restés assez longtemps dans la bulle Internet ont regagné fois 50 cet argent. Je veux dire, il y a des mecs qui ont fait faillite parce que mauvaise gestion, machin, mais les fonds de VC, je veux dire, Sequoia était là au moment de la crise. Sequoia, comme tout le monde, a pris un paquet de bouillon en 2001. Et Sequoia est toujours là et encore plus gros. Andreessen Horowitz, alors ils ont monté des boîtes à l'époque qui leur ont permis de monter Andreessen Horowitz après. Ils ont vécu 2008, ils ont pris des bouillons, ils sont toujours là aujourd'hui. Tous les fonds de VC, ou la plupart, les Kleiner Perkins, comment ils s'appellent, Kochla Venture, machin, étaient là sur la crise .com, étaient là en 2008, sont là aujourd'hui et seront là demain. Et donc, petite parenthèse, peut-être juste pour donner de la data sur les levées de fonds sur les boîtes IA, pour donner un petit aperçu, il y a. Alors, je mettrai un Google Sheet juste en dessous dans la description. Vous allez voir toutes les boîtes IA qui ont levé le plus d'argent. Là, récemment, il y a XAI d'Elon Musk qui vient de lever 6 milliards. On ne parle pas d'une valo là. On parle de levée de fonds. 6 milliards de levée pour une valo à 24 milliards, ce qui est assez fou. Donc, au premier, on a OpenAI avec une valo de 86 milliards et plus de 11 milliards de levée. XAI, du coup, 7 milliards de levée. CoreWave, 12 milliards de levée. Anthropic, 7 milliards. Scalea, 1 milliard. Mistral, donc le français, 1 milliard. Characteria, 193 millions. Donc, entre le 7e et tout le reste, il y a quand même presque 1 milliard de différence. Mais tu vois, je ne sais pas de quand datent tes datas, mais dans cette période-là, t'as dit quoi? C'est à jour. Toutes ces datas sont à jour là. Bah non, parce que tu as H. H vient de lever plus de 200 millions. Et tu viens de me dire 193, tu vois. 205 millions ou 215 millions pour H. Okay. Il y a une semaine, tu vois. Ok. Et je crois que Scale AI a annoncé hier ou avant-hier une extension de leur tour où ils ont levé, je crois, 1 milliard de plus sur une valo à 14. La valo, je suis à peu près sûr. Le montant, j'ai un vague doute, mais je crois que c'est aux alentours d'1 milliard. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir la date de fondation des boîtes. C'est pas des boîtes qui pop de nulle part juste après la hype de ChatGPT. Alors, sauf pour certaines, bien sûr. Mais par exemple, on a Scalia, c'est 2016. Ouais, bon, Mistral, c'est 2023, mais CoreWave, c'est 2017. Tu vois. Anthropic, c'est 2021. Donc, c'est pas non plus OpenAI, c'est quoi? Il la date à 2016, OpenAI 2015, OpenAI. Ouais, 2015, ok. Ouais. Désolé, je t'ai coupé. Non, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, là, on a donné les vrais chiffres, tu vois, mais on n'était pas loin de la vérité sur ce que je disais avant. Et là, on en a cité qu'un paquet. Il y a Perplexity. Ah oui, on a oublié Perplexity, qui n'est pas dans ton classement et qui a levé, qui doit en être à peu près à 200 millions aussi. Plus ou moins. J'ai pas envie de dire de côté. Si, j'ai Perplexity. Hein. Perplexity, c'est. Je sais pas, je crois que ça date il y a peut-être 2 semaines. Là, c'est 102 millions pour une valo à 1 milliard. Oui, exactement. Et je sais pas si c'est ce matin ou hier. C'est hier soir. Ils ont annoncé qu'ils allaient étendre le tour. Ça devrait être annoncé dans les prochains jours de 200 millions supplémentaires. C'est ça. Et donc, oui, en effet, il y a quelques semaines, c'était 102. Et en gros, là, en fait, c'est un tableau qui résume toutes les unicorns, donc toutes les licornes de boîtes de Generative AI. Et du coup, pour l'instant, il y en aurait 21. 21 qui dépassent la valo de 1 milliard. Et pour la plupart, d'ailleurs, ont été créés dans les 3 dernières années. Pour la plupart. Mais tu vois, regarde. Et si tu prends ça, ça veut dire que
s'il y en a 21 licornes, il doit y en avoir peut-être une vingtaine de plus qui ne sont pas des licornes, qui soit viennent d'être créées et ont levé 1 million, 2 millions, 5 millions, mais valent déjà peut-être 10, 15, 20 millions. Tu en as au moins 20 de plus, c'est sûr. Ça veut dire que tu as potentiellement 40 concurrents relativement bien financés, même si tu peux me dire 5 millions, 10 millions, je sais pas, ou 20 millions, c'est pas beaucoup. Mais c'est-à-dire que tu as potentiellement 40 mecs bien financés avec des gens solides et smart qui vont se battre. Donc, tu vois, la vague, la spéculation, on ne l'arrêtera pas. Parce que ta question de base, c'est ça, c'est de dire, est-ce qu'on va apprendre de cette vague, est-ce que ça va changer? La spéculation, moi, j'ai abandonné là-dessus. Plusieurs fois, je me suis dit, non, mais là, c'est bon, on va apprendre. Non. Je pense qu'on n'apprendra jamais parce que quand tu peux faire du fric facile, tu fais du fric facile. Si demain, tu dis, tu achètes un même coin à 2 balles, tu en achètes pour 1000 euros et tu vas faire fois je sais pas combien et je vais me retrouver avec 300 000 balles, bah, je le fais parce que je prends le risque. Parce que les gens aiment devenir riches sans rien faire. C'est vrai que le loto marche très bien. Les chances au loto, elles jouent contre toi. Hein. Enfin, je veux dire, le rationnel mathématique, théoriquement, il ne tient pas. Mais le fait de se dire, je suis devenu très riche sans rien faire, c'est très, très sexy pour les gens. Donc, la spéculation, il y en aura toujours. Par contre, ce que ça va faire, et là où je te rejoins un peu, ça va quand même nettoyer le marché. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, tous les X années, on dit, bon, les gars, la fête est finie, on nettoie le marché. Qui a passé la tête hors de l'eau? Qui est encore sous la flotte en train d'essayer de se noyer? On nettoie le marché. C'était Warren Buffett qui disait c'est quand la mer se retire qu'on voit qui nage à poil. Bah, c'est un peu ça. On enlève les capitaux et on voit qui est solide, qui l'est pas. Il reste que ceux qui sont solides. On remet une vague de capitaux. Il y a plein de gens qui se disent ok, vas-y, on s'en fout, on teste des trucs, on retire le truc. Et en fait, c'est comme ça, tu nettoies l'économie. C'est un peu du Schumpeter, si tu veux, destruction créatrice. Hein. C'est à un moment, tu assèches le marché, tu pètes le truc, on voit qui respire encore. Ceux qui respirent, ils passent, ils sont surfinancés, ils deviennent des champions. Ceux qui respiraient pas, bah, tente ta chance à la nouvelle vague. Et c'est pas grave, hein. Il y a plein de founders qui se sont fait défracter par la crise de 2001, qui sont revenus et qui ont monté des monstres, hein, et qui sont très forts. Il y a plein de founders qui se sont fait défracter à la crise. Enfin, Adam Newman, je te donne un exemple. Il s'est fait défoncer en 2008 avec ses histoires, ses premières histoires de coworking et ses histoires de jeans pour bébé, là, ou je sais pas quoi. Bah, bon, ça n'avait peut-être aucun sens, tu me diras, mais il s'est fait défoncer, il est revenu et il a créé un catégorie leader. Après, bon, le mec est ce qu'il est, il a ses problèmes et tout ça. Mais il est revenu, il a créé WeWork, qui est un household name dans le monde du coworking, qui est le catégorie leader. Il y a eu les problèmes qu'on connaît, mais c'est pas très grave, tu vois. Et donc, dans les différentes phases de financement, bah, tu as plus ou moins toujours ce mouvement. Donc, je pense qu'on refera les mêmes erreurs, mais c'est pas grave. Et ça, c'est ce que je voulais dire. C'est pas grave parce que ces erreurs font avancer l'économie, font avancer l'innovation et font avancer le monde des startups. Et malheureusement, le monde des startups avance comme ça. Et vouloir dire on va mettre de la rationalité sur l'ensemble de l'écosystème, fondamentalement, ça n'a pas de sens. Parce que fondamentalement, monter une startup ou monter un produit très innovant et très disruptif, ça passe par une prise de risque complètement hallucinante. Parce que la réalité, c'est que quand Uber dit on va renverser le monde des taxis, il faut se rendre compte que à la base, c'est un mec dans sa chambre qui se dit tiens, et si je faisais effondrer une industrie vieille de 150 ans? Il n'y a pas de rationnel là-dedans. Bah, peut-être que le rationnel, il peut venir non pas des start-upers, mais des fonds. C'est-à-dire que les fonds, ils se disent, OK, initialement, il y a un modèle qui a marché, on a envoyé un peu partout, on a mis tout le monde à la même sauce, l'IMO, l'assurance, la tech, tout ce que tu veux. On a vu qu'il y a certains modèles, comme tu l'as super bien dit en intro, qui ne peuvent pas pivoter assez rapidement, qui, à cause de certaines juridictions, bah, lorsqu'ils ont des obligations, ils peuvent pas, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de continuer. Donc, par itération et par try and error, bah, les fonds se rendent compte que finalement, il y a certains modèles qui marchent dans certaines industries, mais peut-être que ce modèle-là, il ne marche pas dans d'autres industries. Peut-être qu'on va assister à une sorte de segmentation des fonds, de fonds nichés
qui vont justement être spécialisés par industrie, qui vont justement donner de l'argent en fonction justement des spécificités de l'industrie là. Je sais que ça existe dans certains trucs en mode l'IA, il y a des fonds spécialisés sur l'IA, il y avait des fonds spécialisés sur la Web3, mais est-ce qu'il y a vraiment des fonds spécialisés non pas par type de technologie, mais plus par capacité d'itération, capacité de pivot, l'auteur, et peut-être qu'on va assister justement à une certaine rationalité. Tu me disais qu'il n'y avait pas de rationalité dans l'investissement dans les fonds. Peut-être qu'on va assister à une certaine rationalité dans justement l'organisation de ces fonds. Alors là, tu as raison sur un truc. C'est que par contre, je pense qu'on apprend quand même des choses. Et donc, je pense que petit à petit, on va mieux, et c'est déjà le cas, on va mieux cibler ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment le faire, comment ne pas le faire, et ainsi de suite. Et je pense aussi, alors moi, j'ai une vague théorie qui est peut-être un peu fumeuse, mais que j'appelle, on va passer du monde des startups au monde des grands projets. Qu'est-ce que c'est? Et je pense que j'ai sorti cette théorie à quelqu'un en 2019, donc il y a 5 ans. Et je disais, et notamment c'est vrai pour l'IMO, mais c'est vrai pour Tesla, c'est vrai pour tout ce genre de trucs. On va passer d'un monde de start-up, donc tu démarres tout seul dans ton garage avec un premier seed à 500 000 balles, puis je lève 2 millions, puis machin, au monde des grands projets. C'est-à-dire des trucs qui sont tellement importants qu'on finance la chose comme une start-up, mais avec des montants délirants pour complètement outrepasser les problématiques techniques. Et je crois que je commence à avoir raison. Peut-être que je me trompe, hein, mais je crois que je commence à avoir raison. Et je vais t'expliquer mon marqueur qui me fait penser ça. La startup H, tour de seed, 200 millions. Du jamais vu. Mistral AI, tour de seed, 105 millions. À l'époque, du jamais vu. Vercor, c'est pas leur tour de seed, mais ils ont fait une levée complète de quasiment 2 milliards. Enfin, même plus que ça. 800 millions de cash. 1,3 milliard de prêts de l'Europe, de la BPI et machin pour développer des grandes usines et faire des batteries intelligentes. OpenAI, 10 milliards de fonds levés. C'est quand même monstrueux pour construire globalement un super ordinateur. XAI, ils disent que c'est une série A, mais enfin bon, c'est quasiment un seed. Voilà. 6 milliards. Et le seed était d'1 milliard, donc en gros, parce que c'est 7 milliards en tout. Donc bon, si on fait des calculs rapides, c'est à peu près ça le truc. Bon, arrivé à série A, ils ont déjà collecté 7 milliards de levée. Je pense que pour les choses extrêmement stratégiques et avec des potentiels problèmes de scaling, on va faire cohabiter un monde des startups qui restera classique, avec un track VC normal, seed, série A, série B, machin, et certains projets méga stratégiques et avec des coûts de structure monstrueux, data center, real estate, on va dire intelligent, usine, industrie du futur, robotique, AI, nucléaire, peut-être médecine du futur, ce genre de choses, et tout ce qui est exploration spatiale. J'en oublie peut-être, mais tu vois, comme ça, il y a, à mon avis, une petite dizaine de secteurs qui vont être massivement financés, parce que non seulement il y a des enjeux économiques, si tu as ce truc-là dans ton pays et dans ton portefeuille d'investisseurs, tu sais que tu auras des boîtes de l'ordre de Amazon, Google, machin, pour les 50 prochaines années. Et de manière géopolitique, parce que le mec qui réussit à régler le problème de fusion nucléaire, le mec qui réussit à avoir l'IA la plus utilisée du monde, ou le mec qui réussit à avoir l'usine automatisée, robotisée de bagnoles dans lequel tu n'as plus besoin d'employés et qui te sort 1000 bagnoles par jour, bah, tu sais que tu vas plus ou moins dominer l'économie. Et je pense qu'on est en train de transitionner dans le monde des startups tel qu'on le comprend aujourd'hui existera toujours, mais le monde des grands projets qui jusqu'à maintenant n'étaient pas possibles, ou étaient difficilement mettables en place, va devenir le nouvel Eldorado de la vraie grosse croissance. Et je pense que là-dessus, il y a une transition. C'est-à-dire que demain, je pense qu'un Sequoia, un Andreessen Horowitz, ce genre de trucs, vont passer de je finance des startups sur le track classique à j'ai les moyens, parce que de toute façon, j'ai une centaine de milliards à déployer, j'ai les moyens d'aller attaquer directement des énormes projets. On l'a vu avec Flow de Adam Newman, il a pris 350 millions en pré-seed avec une boîte pas encore lancée. Pourquoi?
parce que le real estate, c'est une question fondamentale majeure pour nos sociétés, mais c'est tellement cher que tu peux pas commencer une boîte real estate en mettant 5 millions. Enfin, tu peux, mais la preuve, on l'a fait, mais en mettant quelques millions, puis on va dire 25 millions, puis 150, puis non. Tu arrives, tu mets 350 sur la table. Adam Newman, il avait déjà apporté 1 milliard de real estate et boum, on tabasse le marché. Et je pense que c'est pareil pour l'exploration spatiale, que c'est pareil pour la fusion nucléaire, que c'est pareil pour toutes les biotech très, 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 très compliquées. C'est ma théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'appelle ça la transition du monde de la startup vers la transition vers le monde des grands projets. J'ai peut-être La tort. théorie, elle est intéressante, je pense que tu as raison, mais pour qui dit gros projet, dit gros visionnaire. Et peut-être que et qui dit gros visionnaire dit personne qui a la capacité de vendre une vision. Et je pense que les Américains sont très bons là-dedans, c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des très très grosses levées de fonds. Peut-être que malheureusement, en France, je vais, au risque de m'attirer les foudres des auditeurs, peut-être qu'en France, on a des super têtes, des super ingénieurs, peut-être qu'on manque de visionnaires, et peut-être qu'on manque surtout de personnes qui sont capables de défendre une vision et d'embarquer les personnes avec eux dans cette vision-là. J'ai tendance à penser que si on met l'écosystème dans une bonne dynamique, on trouvera ces mecs-là parce qu'on les a. Je veux dire, regarde, un mec comme Bernard Arnault, tu vois, probablement, il est un peu âgé maintenant, mais c'est probablement pas lui qui va faire ça, mais un mec comme Bernard Arnault, il a quand même réussi à pousser une vision, alors qui est liée au luxe, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas comparable, mais il a réussi à faire un géant mondial, mondialement reconnu, mondialement apprécié et le plus efficace, on va dire, financièrement possible au monde, dans le monde du luxe. Et tu vois, et ça vient de France. Et il a eu la vision, il a su la porter, il a su la pitcher à chaque fois qu'il a eu besoin de financement de trucs. Et si tu regardes une vidéo sur lui, tu vas sur YouTube, tu fais Bernard Arnault histoire, il y a Finari qui a sorti un truc qui explique très bien son histoire. C'est ce genre de mec. Et on en a en France. Et en plus, on a plein de mecs bien formés, comme tu l'as dit. On a des super ingénieurs, on a des super équipes. Enfin, je pense qu'il faut être positif sur le sort français de la tech. Je pense qu'il faut soutenir l'écosystème. Par contre, je pense qu'il ne faut pas lui mettre de bâton dans les roues. Je pense que c'est dommage qu'il y ait une partie de la population et une partie des gens qui disent non, il faut de la rationalité, machin. Oui, évidemment, il en faut. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. C'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, par contre, il faut encourager ceux qui sont capables de porter ces immenses projets. Et moi, je suis assez positif sur le fait qu'on soit plutôt bien placé pour le faire. Mais oui, aux États-Unis, ils ont ce côté Hollywood tout de suite, du genre, tu vois, tu as l'impression que c'est. Oui, ils sont meilleurs en marketing, par contre. Ça, c'est sûr. Ils ont un marché intérieur plus gros, donc ils se défendent plus facilement. Mais je pense que c'est pas les talents qui nous manquent. Sinon, la Silicon Valley serait pas fourrée à un quart de Français. J'exagère un peu, mais tu m'as compris. Super intéressant. Et j'adore cette vision optimiste des choses et de la France. Et je Moi, pense je que tu suis, fais du bien. moi, je On fais n'entend pas partie des assez, mecs. donc Ouais. Moi, c'est je fais agréable. partie des mecs optimistes sur la France. On s'en fout que là, il y ait des faillites. Enfin, on s'en fout. Ça fait un très cool épisode d'NBS. Mais fondamentalement, c'est pas ça qui fera effondrer, tu vois, la French Tech. Ouais. Il faut rester positif, il faut se battre et il faut faire corps, quoi. Pour moi, c'est ça le message s'il devait y en avoir un. Et je suis assez sûr, je suis assez confiant sur le fait qu'on puisse s'en sortir. Je pense qu'on devrait plus croire en la France. Bah écoute, ce sera la conclusion. Parfait. C'était pas fait exprès, mais c'est une très bonne conclusion. C'est une très très bonne conclusion en effet. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi personnellement, j'ai appris plein de choses, donc c'était un régal. Et puis à la prochaine du coup. À la prochaine.